Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles pour nos conférences du jeudi et notre cycle environnemental. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler une actualité en ce qui concerne les rencontres du Jardin des Sciences, compte tenu de l'actualité que vous connaissez tous. Le Jardin des Sciences vous propose, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vu sur nos petits flyers distribués en haut par Simon, nous avons un cycle de rencontres pour comprendre la guerre en Ukraine et la situation en Russie. Donc il reste 3 rencontres d'importance. Mercredi 4 mai à 18h30 à la salle Pasteur au Palais universitaire. Ceux qui sont des fidèles des conférences du lundi, ça vous savez, là on va parler comment informer en temps de guerre. Puis nous aurons dans l'amphi 3, que vous connaissez peut-être aussi, qui est juste en face du Cavaillès, le mardi 10 mai à 18h30, une interrogation « Que savent les Russes ?» Et on terminera par le mercredi 11 mai à 17h, cette fois-ci, à l'amphi 6, toujours dans ce bâtiment dit du Patio, pour en apprendre un peu plus sur les langues et la littérature au croisement des nations entre l'Ukraine et la Russie, pour en savoir un petit peu plus. Voilà, donc on vous attend nombreux à ces rencontres compte tenu de la situation actuelle. Voilà, nous en venons à notre sujet du jour. Peut-être en entendez-vous parler un peu plus qu'il y a quelques décennies, parce que ça vient d'apparaître seulement il y a quelques décennies. On parle de plus en plus d'écologie, de restauration. Alors on va se questionner ce soir sur ce qu'est cette écologie, parce que on le sait, nous humains, on dégrade assez souvent nos milieux naturels, et puis les milieux naturels sont aussi dégradés de façon naturelle. Il y a le fameux changement climatique, il y a beaucoup de choses qui peuvent dégrader nos milieux naturels, et les chercheurs en ont pris conscience et ont commencé à s'intéresser au sujet. Alors je ne vais pas vous dire tout de suite, parce que notre intervenante va avoir quelques petites questions à vous poser, je crois, si j'ai bien entendu. D'ailleurs, on peut s'en poser plein de questions, hein, parce qu'il y a restauration, on peut se demander alors la réhabilitation, ou alors la réaffectation, où on se situe par rapport à tout cela. Bien, on va en savoir un petit peu plus, parce que notre invitée Isabelle Combrou est donc écologue, chercheuse maître de conférence du laboratoire Images, Ville et Environnement à l'Université de Strasbourg. Et dans ce cadre-là, elle mène des recherches sur un terrain qu'on connaît bien ici en Alsace, c'est-à-dire autour du Rhin, sur les gravières anciennes et dans les zones humides d'Alsace. Elle va regarder d'un petit peu plus près certains éléments. Je ne vous en dis pas plus tout de suite, hein, parce qu'à un moment donné, il faut voir comment est-ce qu'on peut combattre certaines colonisations de plantes exotiques plutôt agressives. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça qui se mettent en place, et ça demande un travail d'équipe. Elle vous expliquera qu'ils sont 4, en gros, 4-5 au laboratoire à s'occuper vraiment de ce domaine qui nous intéresse ce soir, mais si j'ai bien compris, il y a toute une équipe autour de tout cela, parce que c'est pluridisciplinaire. Alors je vais laisser la parole à Isabelle. Elle va prendre mon micro. Attention, elle va aller dans la salle. Merci. Effectivement, on va parler de restauration écologique. Alors restauration, même si c'est bientôt l'heure, on ne va pas du tout parler de restaurants et de nourriture. Hein. On va parler d'environnement, d'écologie, et dans le cadre de la restauration. Alors avant de commencer à vous présenter ma vision d'écologue, dans des petits trucs en restauration écologique, comme je voudrais adapter mon discours, je voudrais savoir déjà, est-ce que vous avez entendu parler de restauration écologique? Qui a déjà entendu plus ou moins ce terme-là? Certains dans la salle doivent forcément lever les bras. Un petit... pas tant que ça. Est-ce que ce terme vous parle? Oui. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de restauration écologique? Et avec moi, vous avez le droit de dire plein de bêtises. Madame. Réhabilitation de mares ou de plans d'eau ou de gravières ou d'anciennes gravières, etc.
Vous avez déjà vu le truc, vous, hein? Réhabilitation de marbre, Gramière et tout. Bravo, très bien. Alors, pas que des mares et des gravières, mais effectivement, en Alsace, on va beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui. J'entends facteur humain et aussi les petites rivières, par exemple dans le village à Ipsheim, il me semble. Donc il y a un facteur humain qui a rétabli le cours d'eau naturel. D'accord. Donc rétablissement de cours d'eau naturels. Oui. Vous me faites monter haut aujourd'hui. L'intérêt des roselières, par exemple, dans l'équilibre halieutique, pour avoir une eau qui est plus pure et qui permet, par exemple, de faire vivre des truites dans des rivières. Et puis le fait de pouvoir utiliser, au lieu de station d'épuration aussi, le milieu naturel, avec des bambous et des roseaux. Les bambous en Alsace, on va un peu éviter. Oui, on déborde. On déborde. D'autres personnes ont une autre vision? Si vous arrivez à parler fort, le temps que j'arrive peut-être. Alors, une vision un petit peu provocante. Une autre façon d'envahir l'espace naturel par un prétexte de restauration. On va en parler, effectivement. D'autres visions, peut-être un petit peu fausses, de ce côté restauration. Fausse, enfin, je vais vous dire que ce n'est pas tout à fait ça, que ce n'est pas ma vision, mais chacun est libre de s'exprimer. Non? Alors, vos visions, pour moi, elles sont toutes bonnes. Simplement, tout dépend le côté où on va se placer. Mais on va parler un petit peu de tout ça. Avant de vous donner, on va dire, les explications sur ce que l'on conçoit à l'heure actuelle en écologie sous le terme de restauration écologique, on va peut-être commencer un petit peu par un petit historique. La restauration écologique, déjà, c'est une science. C'est une science qui va prendre ses racines il y a une petite centaine d'années, un peu plus qu'une centaine d'années, mais au moment où on ne parlait pas encore de restauration écologique. À la fin du XIXe siècle, on commence, en France, cocorico, peut-être pas tant que ça, mais on commence en France à s'apercevoir que l'homme a dégradé les milieux, notamment sur les terrains de montagne, avec, comme vous le voyez ici, des zones avec une érosion très forte. On a commencé à exploiter ces versants de la montagne, à les déboiser. Le sol nu sur une pente a créé du ruissellement, a modifié tout l'écosystème. Le ruissellement entraîne des particules, colmate des rivières, crée des problèmes aux populations humaines. Et on commence à s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À la fin du XIXe siècle, on commence à prendre une loi, cette loi de restauration des terrains de montagne, pour faire quelque chose, pour mettre en place une action pour limiter cette érosion, pour limiter cette dégradation du milieu. On a maintenant l'habitude en France de dire, chez nous, l'écologie de la restauration, elle démarre là. Elle démarre avec cette loi de restauration et de conservation des terrains de montagne, où on oblige une structure, l'équivalent de l'ONF à l'époque, à mettre en place quelque chose, une action. Donc déjà, là, je viens de vous donner un autre petit terme. C'est une science, mais c'est aussi une action, l'écologie de la restauration écologique. Si on avance un petit peu dans le temps, on va un petit peu baisser notre fierté française de dire c'est chez nous que ça a commencé, parce qu'en fait, l'écologie de la restauration a pris son essor sur le continent américain. A pris son essor sur le continent américain, notamment avec les travaux d'Aldo Leopold, un des pionniers en écologie de la restauration, qui a commencé à essayer de mettre en place des techniques pour reboiser des terrains qui avaient été dégradés. Et au bout de sa carrière, à la fin de sa carrière, pour lui rendre hommage, les Américains ont organisé en 1984 un symposium à Madison, la ville d'Aldo Leopold, où plein de personnes sont venues pour raconter, pour donner leur expérience
de cette science nouvelle qui commençait à émerger, l'écologie de la restauration. Quand on est en science, on doit toujours communiquer nos résultats, communiquer au public, communiquer aussi à nos pairs, aux personnes qui sont scientifiques. De ce colloque est née une revue, une publication, Restoration Ecology, la publication phare dans notre domaine à l'heure actuelle, depuis 1984. Peu de temps après, s'est créée la Société d'écologie de la restauration internationale, SER, toujours dans cette lignée des Américains. On va quand même revenir un petit peu sur le continent européen. Cette Société d'écologie de la restauration, avec l'essor et le besoin de restaurer des milieux, eh bien, cette Société d'écologie de la restauration prend ancrage aussi en Europe, en France. On revient en France dans les années 90 avec beaucoup de programmes de recherche qui commencent à se développer pour essayer d'étudier comment est-ce que l'on peut restaurer les milieux. Alors à cette époque, on n'emploie pas tellement le terme de restaurer. On a un programme, notamment un programme phare qui est Recréer la nature, peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est ce programme qui vraiment a commencé à fédérer les gens en France autour de l'écologie de la restauration, avec, suite à ce programme Recréer la nature, en même temps aussi des publications pour essayer de diffuser cette nouvelle manière d'aborder les choses, non pas que auprès des scientifiques, mais aussi auprès des gestionnaires d'espaces naturels, en l'occurrence ici, des personnes qui vont avoir besoin des données, des outputs, de ce que l'on va développer dans cette science de restauration écologique. La Société d'écologie de la restauration fait un petit peu des petits. On a progressivement un chapitre européen de cette Société d'écologie de la restauration. Et puis, en 2008, la création d'un organe français, le réseau Rêver, réseau d'échange et de valorisation en écologie de la restauration, qui est en fait l'émanation française de cette Société d'écologie de la restauration. 2008, c'est la date officielle. On est entre nous. Je peux vous dire que la création officieuse de ce réseau Rêver, elle remonte en fait à 2006, dans un petit bar de Gand, après un colloque d'écologie de la restauration internationaux, où les Français se rassemblent et se disent on n'est pas plus bêtes que les autres, on va aussi nous se fédérer, on va aussi nous travailler ensemble, on va aussi travailler non pas que entre biologistes, entre écologues, mais avec d'autres disciplines, et on commence à créer ce réseau Rêver qui est maintenant l'organe représentatif de l'écologie de la restauration en France. Vous le voyez, petit à petit, cette écologie de la restauration prend de l'importance. Prend de l'importance aussi parce que les milieux, les écosystèmes continuent à se dégrader. On a besoin de plus en plus de restaurer ces milieux, tant et si bien que nous sommes à l'heure actuelle, depuis 2021, dans ce que les Nations Unies ont décidé d'appeler la décade de la restauration des écosystèmes. Donc une volonté internationale d'avancer sur l'enrayement de la dégradation des écosystèmes, notamment en mettant un petit coup d'accélération sur la restauration écologique. Alors, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, parce que les Nations Unies ont déclaré que cette décade allait être la décade de l'écologie de la restauration des écosystèmes. Déclaration faite fin 2019 pour annoncer cette décade. Bien entendu, dans les médias, depuis fin 2019, début 2020, on a parlé beaucoup d'autres choses et pas forcément d'écologie de la restauration. Mais nous sommes à l'heure actuelle dans cette décade d'écologie de la restauration. Qu'est-ce que c'est que cette écologie de la restauration, ou qu'est-ce que c'est que la restauration écologique? Alors déjà, je vais utiliser les deux termes. Pour les puristes, on a l'habitude de dire l'écologie de la restauration, c'est la science qui va étudier la restauration, et puis on va parler de restauration écologique, non pas en parlant des résultats, même si ce que l'on voit au final, c'est les résultats, c'est est-ce que l'on a amélioré l'état d'un milieu, est-ce que l'on a réussi à enrayer la propagation d'une espèce invasive, peut-être, mais de plus en plus, on va parler
de restauration écologique pour qualifier un processus, donc pour qualifier quelque chose qui va être en mouvement. La restauration, ce n'est pas que le résultat, c'est tout ce que l'on va faire pour arriver à ce résultat. Donc vous avez ici la définition, on va dire que l'on peut qualifier d'officielle, c'est la définition de la Société d'écologie de la restauration internationale, c'est aussi la définition qui commence à être reprise dans les textes internationaux, dans la stratégie de l'Union européenne pour la biodiversité, dans toutes les déclarations liées à l'environnement, on commence à voir cette définition de restauration comme le processus pour assister l'autoréparation d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé, détruit. L'écologie de la restauration fournit idéalement des concepts clairs, des modèles, des méthodologies, des règles pour les praticiens en support de leurs pratiques. Il y a plein de choses dans cette définition. C'est tout ça qui fait la restauration écologique. Tout d'abord, la restauration écologique, c'est un processus qui assiste l'autoréparation. C'est des choses que l'on va mettre en œuvre, non pas pour recréer de toutes pièces un écosystème, mais pour l'aider à se rétablir. Si on peut faire le parallèle avec une personne malade, la restauration écologique, c'est un peu le physiothérapeute de la personne malade, qui va guider son rétablissement, mais en puisant dans les capacités internes de l'écosystème de se réparer. La réparation, c'est ce que l'on va appeler la résilience. Un écosystème naturel, c'est un système complexe, un assemblage de choses qui sont vivantes, de choses qui ne sont pas vivantes, qui interagissent tout ensemble, formant des interactions complexes. Un système complexe, ça a des propriétés internes, notamment des propriétés de résilience. On est dans de la science, donc je vous ai mis des petits graphiques. Je vais essayer de ne pas trop vous noyer quand même. Qu'est-ce que l'on appelle la résilience d'un écosystème? On peut suivre l'état d'un écosystème au cours du temps. Vous pouvez... chaque fois que vous venez aux conférences le jeudi soir, vous pouvez voir un écosystème sur le bord de la route, peut-être juste à côté du bâtiment Cavaillès. Vous allez voir un écosystème très urbain à côté, des arbres au-dessus d'une pelouse. Au cours de l'année, cet écosystème il va changer. Si vous voulez vous amuser à essayer d'estimer la quantité de feuilles sur l'arbre, la quantité d'insectes que vous voyez sur le chemin, ça va varier au cours du temps. Ça, c'est la dynamique naturelle d'un écosystème. Il se peut, parfois, qu'il y ait un événement qui va modifier, chambouler cette dynamique de l'écosystème. Les bourgeons commençaient tout juste à sortir, un petit coup de gel, tout tombe. Et puis, les plantes ont une certaine capacité à se régénérer. Peut-être 2-3 semaines après, vous revoyez des nouveaux bourgeons. L'écosystème commence à se rétablir. On est ici sur un épisode totalement naturel qui a bouleversé l'écosystème, mais celui-ci a une capacité à se régénérer. C'est ce que l'on appelle la résilience. Eh bien, quand on va agir en restauration écologique, le but, ça va être d'aider cette résilience, de s'appuyer sur les moyens dont dispose déjà l'écosystème. Donc, le but, ça va être d'assister cette récupération, d'assister l'écosystème pour qu'il revienne à l'état dans lequel il aurait été s'il n'y avait pas eu quelque chose. On ne va bien sûr pas mettre en place de la restauration écologique après un petit coup de gel sur les arbres. Mais lorsqu'on a une dégradation très forte d'un écosystème, cette résilience, elle peut se dérouler de manière naturelle ou elle peut avoir besoin d'assistance. Dans le cas d'une perturbation, d'un événement qui va détruire un écosystème, on peut avoir une perturbation totalement naturelle, peut-être un petit peu moins naturelle dans certains cas, mais si on se base sur les écosystèmes forestiers, un incendie, ça peut être une perturbation naturelle. L'écosystème, au cours du temps, va se régénérer. Mais sur un certain nombre d'années. La résilience d'un écosystème, c'est quelque chose qui, naturellement, peut prendre du temps. Reconstituer une forêt après un incendie, après une tempête, comme celle de 99, ça peut prendre
des décennies, voire plusieurs centaines d'années. Mais l'écosystème a en lui des capacités, des propriétés qui lui permettent de se régénérer. Sauf si la dégradation a été trop forte. Si ce n'est pas juste un incendie de forêt, si on a un exhaussement, une augmentation du niveau de l'eau, on passe sur un milieu aquatique par exemple, votre forêt ne se reconstituera pas. On passera dans autre chose, une autre dynamique. On aura passé ce que l'on appelle le seuil d'irréversibilité. On a déjà balayé quelques concepts en écologie là ensemble. Cette résilience, elle est due à des propriétés internes d'un écosystème. Propriétés internes, ça peut être l'existence de moyens pour les plantes de repousser. Un de ces moyens, c'est de conserver des graines stockées dans le sol. Ce qu'on appelle la banque de graines du sol. Dans tout écosystème naturel, vous avez dans le sol plein de choses. Une partie minérale, une partie vivante, avec des petites bêtes, mais aussi une partie végétale, des graines, des bourgeons, des rhizomes, ce que l'on va appeler la banque de graines du sol, qui permet à l'écosystème de se reconstituer. Banque de graines du sol qui va aussi stocker des graines pas forcément adaptées à l'état actuel de l'écosystème. S'il y en a parmi vous qui font du jardin, vous avez très certainement été confrontés à la banque de graines du sol. Vous avez beau planter plus ou moins droit vos plantations, vous avez toujours d'autres choses qui repoussent entre, qui fait que vous devez intervenir pour limiter la croissance de ces espèces non désirées dans votre jardin. Mais ces espèces non désirées, elles repoussent parce qu'elles ont des graines présentes dans le sol. Le jardin, ce n'est pas un écosystème vraiment naturel. Votre écosystème naturel, vous l'avez perturbé en enlevant le couvert végétal, en appliquant des modifications sur cet écosystème, et votre écosystème, il essaye de revenir par ses propriétés de résilience. Il essaye de repousser un petit peu. C'est les propriétés internes de l'écosystème. Un écosystème peut aussi être résilient parce qu'il est inclus dans un paysage. Et ce paysage va lui donner une force pour retrouver son état normal, entre guillemets. On va faire référence à un événement qu'on connaît bien en Alsace, le Tchernobyl. Ça a été titré dans les journaux le jour où le Rhin est mort. Est-ce qu'il est vraiment mort, le Rhin? Non, il est toujours là. Il a mis un petit peu de temps à s'en remettre. Mais au bout de quelques années, une vingtaine, une trentaine d'années, les communautés de poissons qui avaient disparu suite à ce Tchernobyl, à cette pollution du Rhin, ont commencé à repeupler le Rhin, avec un petit peu d'assistance, mais aussi avec une recolonisation naturelle. 30 ans, au niveau d'un écosystème, c'est rien du tout. Comment est-ce que cette recolonisation s'est faite? Eh bien, parce que, au niveau paysager, le Rhin n'avait pas été totalement contraint par la canalisation. Il restait parfois quelques petits bras. On a recréé depuis, on a vu l'importance de ces annexes fluviales qui étaient des refuges et qui permettaient à certaines espèces d'échapper à cette catastrophe et de pouvoir, lorsque le milieu a retrouvé un état chimique un petit peu plus acceptable, de pouvoir recoloniser le milieu. On s'est un petit peu éloigné de la restauration là. Mais avec ces exemples, eh bien, vous avez déjà les clés pour comprendre ce que l'on va faire en restauration écologique et ce que l'on va étudier. La restauration écologique, c'est tout simplement essayer que ces processus de résilience puissent se dérouler. Un écosystème, c'est quelque chose qui est résilient, mais qui parfois a besoin d'aide, qui parfois
a besoin d'assistance de l'être humain, parce que l'être humain l'a un petit peu trop malmené. Le besoin d'aide, peut-être parce qu'on a besoin de stopper la cause de la dégradation. Peut-être que l'écosystème a besoin d'aide pour franchir ce fameux seuil d'irréversibilité. On a déplacé l'écosystème trop loin de son état naturel. Vous avez ici un premier exemple de travaux de restauration écologique. Vous avez dit qu'on serait un petit peu provoque. Hein. Du béton, de la ferraille, ça peut être de la restauration écologique. Ici, on a construit cet ouvrage de génie civil pour passer ce seuil d'irréversibilité, pour revenir en arrière sur quelle dégradation? Sur une dégradation de déconnexion. Ce que vous voyez derrière ici, c'est la digue du Rhin. On est ici à la limite au Rhin-Bas-Rhin, au niveau de la digue du Rhin, une digue qui avait totalement déconnecté ces fameuses annexes fluviales, tellement importantes pour la survie de l'écosystème rhin en entier. Un moyen de restaurer ce milieu, ça a été de remettre en place une connexion. On est dans la vie réelle, on ne va pas casser toutes les digues du Rhin et inonder toute la plaine d'Alsace. Ça déplacerait beaucoup trop de villages et beaucoup trop de personnes. Donc, pour rétablir cette connexion, eh bien, on ménage un petit trou dans la digue. Mais le petit trou, il faut le fixer, donc on utilise cet ouvrage bétonné. Restauration écologique, ce n'est pas forcément que manipuler des outils, que manipuler du matériel vivant. On peut aussi faire appel au génie civil pour favoriser cette restauration écologique. On peut avoir besoin de restauration écologique parce que l'écosystème pourrait très bien revenir dans son état naturel, suivre cette ligne-là, mais parce que la situation actuelle, notamment toutes les pressions liées à l'impact de l'homme, le changement global, l'impact des espèces invasives font que si on attend la reconstitution par lui-même de l'écosystème, on ne reviendra pas à l'état voulu, à l'état naturel. C'est notamment le cas des espèces invasives. C'est notamment le cas des espèces invasives quand l'action de dégradation a souvent conduit à libérer de la place, à favoriser un sol nu. Ici, sur cette photo, il y a deux choses intéressantes. À part ma collègue, bien entendu, avec qui je travaille souvent. Mais surtout, vous voyez ici une espèce que vous connaissez peut-être, la renouée du Japon, qui envahit beaucoup de choses. C'est une espèce invasive contre qui on a un peu perdu la bataille. On va essayer maintenant de faire en sorte qu'elle cause le moins de dégâts possible, mais on n'arrivera pas à l'éradiquer. Par contre, dans ce milieu-là, ici, on est sur l'île du Rhin. On est sur une zone qu'on venait de restaurer. Le banc de galets que vous voyez ici, ce n'est pas un banc de galets naturel, c'est un banc de galets qui venait d'être recréé. Mais un banc de galets recréé, c'est un milieu ouvert, neuf, pas encore recolonisé par la végétation naturelle, par les bosquets de saules. La recolonisation, elle prendrait peut-être une petite dizaine d'années. Mais quand on est dans le cas d'une situation où l'espèce invasive est présente, elle va être beaucoup plus rapide, elle va recoloniser le milieu. Donc, on va avoir besoin de techniques de restauration écologique pour accélérer ce phénomène-là, pour faire en sorte que cette résilience soit beaucoup plus rapide et essayer de gagner la course contre l'espèce invasive. Parfois, on va perdre cette course, mais parfois, on va la gagner. Je vais vous montrer un exemple, on va la gagner. Donc, restauration écologique, c'est un processus qui assiste cette auto-réparation qui permet la résilience de l'écosystème, même quand par lui-même, il aurait eu un petit peu plus de mal. Mais sur cette restauration écologique, c'est des travaux qui vont s'appuyer sur des connaissances d'une science toute jeune, quelques décennies, une science
comme toutes les sciences, eh bien, c'est quelque chose qui doit se doter de concepts. En restauration écologique, on va s'appuyer sur des concepts de l'écologie. On vient d'en voir, la résilience, la dynamique d'un écosystème, la notion de temporalité. Mais on va aussi avoir des concepts particuliers pour la restauration écologique. Un de ces concepts, c'est la notion d'écosystème de référence. Ça, c'est un petit peu le Graal en écologie de la restauration. L'écosystème de référence, c'est la cible, c'est ce que l'on veut atteindre. C'est cette ligne-là, ce que l'écosystème aurait été si elle n'avait jamais été dégradée, si l'homme avait été totalement enlevé de la surface de la Terre. Eh bien, définir cet écosystème de référence, ça va être parfois très difficile. On a modifié les écosystèmes qui nous entourent depuis très longtemps, mais ce qui est encore plus difficile, ça va être d'essayer de l'atteindre. Si on veut restaurer le Rhin, il faut qu'on revienne à un Rhin naturel, presque naturel, c'est-à-dire cette vision-là. En cartographie, ça donne ça. Ça donne un fleuve qui va occuper quelques kilomètres de large dans la plaine d'Alsace, avec des chenaux multiples remaniés à chaque crue. Ça veut dire qu'un Rhin restauré de manière naturelle, ici on est dedans. On peut faire écouler un petit bras de Rhin là aussi. On aura tous les pieds dans l'eau. Donc parfois, essayer d'atteindre cet écosystème de référence, ça va être un petit peu un mythe. On n'arrivera pas à l'atteindre. Mais c'est quand même un de nos concepts forts. Restaurer un écosystème, c'est essayer d'atteindre le plus possible cette notion d'écosystème de référence. Pour l'atteindre, il faut pouvoir le définir, il faut pouvoir le décrire. C'est là où on va sortir du côté uniquement écologie, où on va travailler avec parfois des historiens, avec des géographes, avec des gens qui vont être plutôt sur le côté paléo, qui vont faire du paléo-environnement, pour nous aider à décrire cet écosystème de référence, ce Graal, cette cible que l'on veut atteindre, ce mythe-là de l'écologie de la restauration. On aura d'autres concepts aussi, mais on va les revoir dans d'autres, un petit peu sur la suite. Mais pour atteindre cet écosystème de référence ou s'en rapprocher, eh bien, c'est une science qui a très rapidement basculé sur le côté science appliquée. L'écologie de la restauration, à l'heure actuelle, c'est une science qui va produire beaucoup de techniques, beaucoup de méthodologies sur comment peut-on faire pour essayer, quand on a un milieu dégradé, de se rapprocher de cet écosystème de référence. On va donc, en restauration écologique, parler beaucoup de méthodologies. Des méthodologies que l'on va concevoir sur le mode de l'ingénierie. On a la même démarche qu'un ingénieur lorsqu'il est face à un problème. C'est une démarche au départ conceptuelle qui va ensuite basculer dans le côté appliqué. Lorsqu'on veut concevoir un projet de restauration écologique, eh bien on commence par un état des lieux, par un diagnostic écologique. Comment fonctionne l'écosystème de manière dégradée? Quel fonctionnement on veut rétablir? Quelle espèce devrait constituer l'écosystème de référence? Ce diagnostic permet de fixer les objectifs réalisables. Revenir au Rhin d'il y a 300, 400 ans, ça ne va pas être forcément un objectif réalisable. Fixer des objectifs réalisables et puis programmer, c'est-à-dire savoir quelle technique on va employer, mais aussi quand on va employer ces techniques. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous parle de quand employer ces techniques. Après la programmation, eh bien, il y a la mise en œuvre. Donc ça va être des nouveaux métiers, des métiers liés à l'écologie, des entreprises travaux spécialisées en restauration écologique.
Et puis, bien entendu, comme on travaille sur du vivant, comme on travaille sur quelque chose de complexe, qui ne va pas forcément réagir comme on le voudrait, comme on l'a prévu, on a toujours une phase de suivi, d'évaluation, pour permettre éventuellement de revenir sur les phases antérieures, de refixer des objectifs, de replanifier certaines choses, d'adapter les techniques que l'on met en place. Ces techniques, on va les puiser en retournant sur notre connaissance de l'écologie de ces écosystèmes. Quand on est écologue, on étudie à la fois de la biologie, mais on étudie aussi de la physique, de la chimie, de la morphologie, de la géomorphologie. On étudie à la fois le compartiment abiotique, non vivant des écosystèmes, mais aussi le compartiment vivant, la faune, la flore et toutes les interactions. Eh bien, quand on fait de l'écologie appliquée et de la restauration écologique, on va retourner à ces fondamentaux. On va essayer de manipuler la partie non vivante, la partie physique, chimique de l'écosystème, de manipuler la partie vivante, peut-être les deux. Comment est-ce qu'on fait pour manipuler la partie physique? On peut, si on veut restaurer un milieu aquatique, on peut creuser des trous, faire intervenir des engins, des pelleteuses pour creuser, pour retrouver le niveau de la nappe phréatique. Alors bien entendu, on ne va pas simplement creuser des trous. Derrière, on a avant toute la phase de diagnostic, la phase de planification. Où est-ce que l'on creuse ce fameux trou? Ici, on est sur une restauration de mares dans sur l'espace naturel sensible de l'Otterbourg. Recréation de mares en forêt alluviale. On ne va pas recréer une mare dans une zone où on n'était pas dans un milieu aquatique. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de revenir à cet écosystème de référence, de revenir à un milieu aquatique dans une zone où, naturellement, on avait des milieux aquatiques. Donc, on va voir en restauration écologique des interventions qui peuvent être lourdes. On va intervenir avec des engins. Les parcs à engins des entreprises de travaux écologiques sont très fournis en différents types de pelleteuses, de machines dont moi, écologue, je ne sais même pas dire le nom, je ne sais même pas comment ça fonctionne, mais qui sont des interventions lourdes sur le milieu. L'action d'une pelleteuse au milieu d'un milieu naturel, ce que vous voyez ici, ce n'est pas forcément de la dégradation. Ça peut être des travaux de restauration écologique. Ici, cette pelleteuse, elle est en train de reprofiler une berge d'une ancienne gravière, donc quelque chose qui a été très dégradé, pour favoriser le retour d'espèces végétales de faible profondeur d'eau. 2 ans après cette intervention-là, on a eu une espèce menacée qui s'est installée. Ici, cette pelleteuse, elle remet du sédiment dans le Rhin, dans le vieux Rhin. Parce que la dégradation, c'était, dans cette zone-là, un manque de sédiments, un manque de charge sédimentaire qui faisait que toute la dynamique des bancs de galets, des bancs de gravier ne se faisait plus. Mais restaurer, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus légère. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Un piquet dans l'eau. Oui, c'est un piquet dans l'eau. Mais moi, quand je vois ça, je vois une technique de restauration écologique qui permet, sur le plan d'eau de Plopsheim, de rétablir un habitat, de rétablir une rugosité du milieu, de rétablir un petit ancrage pour que des plantes aquatiques puissent se fixer, puissent ne pas être emportées par le courant, et pour que des oiseaux aient des reposoirs sur le plan d'eau de Plopsheim. Ça, c'est des piquets qui ont été, je vais faire un petit peu de pub, qui ont été plantés par les étudiants du master Plantes, Environnement et Génie écologique l'année dernière, en collaboration avec la Fédération de pêche du 67 et avec l'ONCFS aussi, pour avoir cette fonction-là.
Ça peut être tout simplement un petit griffage du sol. Ici, c'est une technique de restauration qu'on a mis en place pour décompacter le sol lors de la restauration écologique d'une prairie humide sur le lieu de l'enseigne raffinerie de Reichstätt. Un petit griffage sur le sol, on modifie la condition physique, on modifie un sol qui est très compacté, on permet à des graines stockées dans le sol de pouvoir regermer et recréer un milieu. On va pouvoir agir un petit peu plus fortement. Et là, il y a un paradoxe. L'action du bulldozer, de la pelleteuse, c'est une action faible pour nous. On ne modifie que le côté physique. On peut agir plus fortement en modifiant le côté physique et en apportant des organismes. Très souvent, en restauration écologique, on va réinstaller des plantes. Peut-être parce qu'on est un petit peu fainéant, les plantes, ça court moins vite, on arrive mieux à les attraper, et puis quand on les place, assez souvent, elles restent. Pas tout le temps. On peut installer des plantes par des semis, ici, de l'hydrosidine. On peut installer des plantes en plantant des boutures. Ce que vous avez ici sur la stabilisation de berges. Je dis elles vont rester, mais pas tout le temps, parce que quand on va essayer d'installer des plantes en milieu aquatique, elles vont être emportées par le courant. Donc il va falloir ménager aussi des petits systèmes pour les retenir. Mais on va aussi transférer des organismes animaux. Ici, on est à nouveau sur le terrain de l'ancienne raffinerie de Reichstätt. Pour décompacter le sol, on a utilisé des organismes ingénieurs. Ça, c'est le terme qui fait bien. On a utilisé des vers de terre. Les vers de terre, lombriques, c'est des espèces qui vont utiliser différentes couches du sol, qui vont créer des galeries, depuis le haut vers le bas, depuis le bas vers le haut, qui vont transférer de la matière organique. C'est une technique de restauration écologique, transfert d'organismes. Et puis, on peut aussi faire les deux, modifier le milieu et transférer des organismes. On peut transférer des organismes et leur environnement, n'apporter pas qu'une bouture de plantes. Ce que l'on va beaucoup faire pour de la restauration de prairies, c'est ce que l'on appelle du transfert de foin. On va récolter le foin d'une prairie. Dans ce foin, on a certes des graines, on va rapporter ce stock grainier, mais on va aussi apporter de la matière organique. On va rapporter du couvert végétal sur des milieux qui vont peut-être manquer de couvert végétal. On va créer des micro-conditions qui vont favoriser la reprise, la germination de ces petites graines, parce que le foin va ménager des petites zones un petit peu plus humides, vont conserver des conditions favorables autour des graines apportées et permettre leur régénération. Alors bien entendu, si on met du foin, ça peut être emporté par des vents, etc. Donc il va falloir dans un premier temps fixer ça avec un petit grillage, avec un filet coco que l'on va appliquer dessus. Filet coco, c'est un matériel qui est biodégradable, qui au bout de 5-6 ans va disparaître, le temps que la végétation se redéveloppe. On développe maintenant du filet en chanvre qui a une empreinte carbone un petit peu moins élevée que le filet coco. On va aussi transférer sur les milieux notre fameuse banque de graines du sol. Et là, on transfère une boîte noire. On transfère la totalité d'un sol. On va prélever du sol et ce qu'il y a dedans, toutes les graines que l'on avait, pour les transférer sur le nouveau milieu. On transfère du matériel végétal et le sol ou le sédiment qui est autour. On transfère aussi les bactéries, on transfère les champignons, on transfère les invertébrés présents dans ce sol. Tout ce qui fait que ce sol va être fonctionnel, ce sol ou du sédiment en milieu aquatique, va être fonctionnel et va augmenter la résilience de l'écosystème, va accélérer le processus de rétablissement. On va, quand on fait ce transfert de banque, appliquer les mêmes précautions que ce que vous connaissez en termes de transfusion sanguine. On va s'assurer que ce que l'on transfère n'est pas
dangereux pour le nouvel écosystème. Donc, on ne transfère pas du sol pour transférer la banque de graines sans avoir estimé avant ce que l'on transférait, sans avoir étudié quelle est la composition de cette banque de graines du sol. Il ne s'agit pas d'apporter des espèces invasives. On va s'assurer, comme quand vous donnez du sang, qu'on ne va pas détruire le donneur. On va prélever du sol, du sédiment dans un écosystème par petites touches. Ou alors on va utiliser des écosystèmes qui sont en train d'être modifiés pour récupérer cette banque de graines du sol. Donc, tout un panel de techniques que l'on peut appliquer sur des milieux à restaurer. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire de restauration écologique en zone alluviale. Une histoire de recréation de milieux humides en zone alluviale, en zone rhénane. On va se déplacer un petit peu. On va tout au nord, ici à côté de Lauterbourg, sur un site un petit peu méconnu, mais un site très intéressant. C'est ce que nous, on va appeler le site du Veur, on va appeler ça l'ENS du Veur. Un site qui, au niveau historique, au niveau écologique, est un site naturel qui constituait avant la confluence entre la Lauter et le Rhin, qui a subi les dégradations anthropiques de la canalisation du Rhin, puis de l'exploitation agricole, et dans la deuxième partie du XXe siècle, de l'exploitation par l'extraction de granulats, création d'une gravière. Ce site, dans les années 90, était repris par des gestionnaires environnementaux. Une partie est gérée par l'ONF, dans une réserve biologique de l'ONF. Une partie est gérée par le Conseil général à l'époque, Conseil départemental, puis Collectivité européenne d'Alsace maintenant, dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles. Sur ce site, on a appliqué une gestion environnementale, des travaux de restauration écologique pour retrouver un paysage alluvial, pour essayer de se rapprocher de notre vision un petit peu idyllique du Rhin, avec, alors non pas des multichenaux, mais du Rhin avec des annexes fluviales, avec des milieux aquatiques que l'on avait perdus sur toute l'historique de cette zone-là. Et puis, ce site-là, peut-être que vous en avez entendu parler pour une autre raison, parce que ce site-là, c'est le site où, en Alsace, on réintroduit la cistude d'Europe. La cistude d'Europe, donc la tortue autochtone européenne, qui a fait l'objet depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, une petite quinzaine d'années, d'efforts, de réintroduction avec plusieurs projets, des projets européens, projets Interreg, des projets de gestion de l'environnement, des projets aussi de recherche. Depuis quelques jours, on a un grand projet pan-européen qui fait intervenir non pas que le site de Lauterbourg, mais la France, l'Allemagne, la Pologne, la Lettonie, dans un grand projet de réintroduction, d'études, de la restauration des écosystèmes aquatiques en faveur de la cistude d'Europe. On a un site phare en Alsace là-dessus. Ce site, il a été choisi parce que, au cours du temps, on a mis beaucoup d'efforts en termes de restauration écologique sur ce milieu. Notamment, on a restauré la gravière. Une gravière, une ballastière, un site d'extraction de granulats, c'est une zone dans laquelle on a exploité le sol, le sous-sol, on a exploité le granulat. C'est un milieu où, après exploitation, l'exploitant va laisser un milieu aquatique, mais un milieu aquatique qui est bien loin d'un milieu naturel. On a un milieu avec des berges très abruptes. J'ai l'habitude de dire une gravière, c'est comme votre baignoire. C'est quelque chose qui est très droit sur les berges. Très droit, mais avec plusieurs dizaines de mètres de profondeur.
C'est un milieu aquatique qui ne permet pas le développement de végétation de berge, de plantes de type roseau, de plantes hélophytes, de plantes à feuilles flottantes, qui ne permet pas le développement d'habitats propices à la cistude, mais d'habitats aussi propices à beaucoup d'autres espèces, amphibiens, reptiles, etc. Pour pouvoir réintroduire cette cistude et pour pouvoir revenir à un milieu naturel fonctionnel avec une biodiversité importante, eh bien, on a commencé par restaurer cette gravière, par passer de cet état baignoire à un état écosystème aquatique avec des pentes douces, avec une végétation développée, des végétations submergées, des plantes à feuilles flottantes, des plantes de berge également. Donc pour cela, on a appliqué les techniques dont je viens de vous parler. Adoucissement des berges, c'est de la pelleteuse. Mais on a été confronté à autre chose sur ce site-là. Comme un petit peu partout dans la plaine d'Alsace, on a la présence dans ce milieu d'espèces invasives. Alors, ce n'est pas la renouée qui nous embête sur les berges cette fois-ci, c'est une espèce invasive aquatique, l'élodée de Nuttall, que vous voyez ici, qui était et qui est toujours présente dans la gravière. On en revient à notre version un petit peu provoque de monsieur tout à l'heure. Restaurer, si c'est faire des travaux pour installer des espèces invasives, ce n'est pas la peine. Adoucir les berges, on creuse, on crée des nouveaux milieux. On a une espèce invasive juste à côté. Si on fait ça, ce n'est pas de la restauration écologique, c'est de l'augmentation de l'invasion de l'élodée de Nuttall. Donc, il a fallu, sur ce milieu, chercher des solutions pour empêcher l'élodée de s'installer, tout en recréant ces milieux aquatiques. On n'allait pas enlever l'élodée de toute la gravière. Ça, c'est impossible. On a décidé d'essayer de travailler avec le temps, d'essayer de manipuler le temps sur ce milieu-là. Manipuler le temps, comment est-ce que l'on a fait? Eh bien, on a créé un milieu aquatique déconnecté de la gravière, déconnecté de la source des espèces invasives. Alors, comme ce sont des travaux qui ont été faits dans le cadre de recherche, on a quand même creusé aussi une zone connectée, parce que le but, c'était de montrer que ça marchait. Donc, de montrer qu'on a vraiment un apport en ayant ce milieu déconnecté. On a construit ce milieu déconnecté, on a appliqué les techniques dont je vous ai parlé précédemment sur cette zone déconnectée, donc un transfert, une création de cette zone-là, du transfert de banque de sédiments, banque de graines, de la transplantation de végétaux, de manière à accélérer la résilience de l'écosystème, à faire en sorte que la végétation aquatique, autochtone, au lieu de mettre 4-5 ans à recoloniser le milieu aquatique, ça va plus vite qu'en forêt. Au lieu de mettre 4-5 ans, elle a mis 2 mois pour recoloniser ce milieu-là. On lui a donné un petit coup de booster, en fait. Et puis, une fois que cette colonisation, qu'on a un milieu aquatique entièrement colonisé par de la végétation autochtone, la végétation qui est conforme à notre écosystème de référence, on s'est posé la question, maintenant on va reconnecter le milieu. Maintenant que cette zone aquatique, elle a suffisamment de végétaux qui vont lui assurer de perdurer dans le temps, d'être suffisamment compétitif par rapport à l'espèce invasive, on va reconnecter le milieu. C'est là où la question du temps s'est à nouveau posée. Une question toute bête, le gestionnaire, lui, pour reconnecter le milieu, il revient sur le milieu avec à nouveau une pelleteuse. C'est un petit peu notre outil. Certains travaillent avec des tubes à essai, d'autres travaillent avec des pelleteuses. Revient sur le milieu avec la pelleteuse et va creuser, revenir en arrière, ouais, c'est comme ça, va tout simplement enlever cette zone-là.
Mais vous vous rappelez, je vous ai parlé de planification au début, dans la méthode de restauration écologique. Planifier, c'est aussi savoir à quel moment vaut-il mieux faire l'action. Le gestionnaire pose la question aux scientifiques. À quel moment vaut-il mieux faire l'action? C'est là où on se rend compte que quand on est scientifique, parfois on n'a pas pensé au côté très pratique. Quand est-ce qu'on fait? Attendez, on va réfléchir. Comment est-ce qu'on réfléchit? On réfléchit à nouveau avec nos outils d'écologie, nos outils de biologistes. Et on regarde quels sont les acteurs biologiques que l'on a dans ce problème-là. On a une espèce invasive, l'élodée de Nuttall. Qu'est-ce qu'on sait sur l'évolution au cours du temps, au cours de la saison de cette espèce-là? On sait que l'élodée, elle passe l'hiver au fond de l'eau, sous forme un petit peu prostrée, qu'elle va repousser vers avril-mai dans nos régions pour développer des tiges verticales, atteindre la surface, se ramifier, coloniser tout le milieu, et puis vers le mois de août-septembre, détacher des fragments qui vont coloniser le milieu. En parallèle, on avait progressé dans notre laboratoire, dans notre connaissance de cette espèce, parce qu'on avait fait des recherches sur son potentiel allélopathique. Aïe, un gros mot. Allélopathique, ça veut dire que cette plante, elle va émettre des molécules dans l'environnement qui vont empêcher la croissance d'autres plantes. C'est un petit peu quand on vous dit qu'il ne faut pas planter telle plante à côté de telle autre parce qu'elle ne pousse pas bien. Elle ne pousse pas bien parce que certaines plantes vont émettre des molécules dans l'environnement pour empêcher les voisines de pousser, ce qui leur donne à elles un avantage compétitif. Eh bien, les plantes, elles ne vont pas produire et émettre ces molécules de la même manière tout au long de l'année. L'élodée, elle va produire des molécules surtout en début de saison, lorsqu'elle est dans sa phase de croissance verticale. Et puis, à partir du mois de juin-juillet, elle n'en produit plus. On a donc ici une petite fenêtre temporelle entre juin et août où l'élodée ne produit plus ces molécules, où elle ne commence pas encore à se disperser. On a une petite fenêtre où elle est un peu moins invasive. Et puis on regarde qu'est-ce qu'on a en face en termes d'acteurs végétaux dans cette histoire-là. Sur le site, on a une espèce végétale présente en assez grande quantité parce qu'en plus on l'avait transplanté, le potamo luisant. Et le potamo luisant, Potamogeton lucens, de son petit nom latin, c'est un des ennemis, entre guillemets, de l'élodée. C'est une plante qui, elle aussi, produit des molécules qui vont empêcher l'élodée de pousser. Et puis, avec les travaux que l'on avait menés, eh bien, on savait que le potamogeton commence, les petits points ici, c'est la quantité de molécules qu'il produit, commence à produire ces molécules en grande quantité qui vont gêner la croissance de l'élodée à partir du mois de juin, à partir du moment où il a poussé, où il a des tiges qui sont assez bien développées, une ramification très forte, où il occupe déjà l'espace et il libère en plus ces molécules. Donc à partir du mois de juin, lui, il est prêt à se battre contre l'élodée. À partir de juin, bingo, on a le moment idéal pour reconnecter le milieu, pour agir sur un milieu avec un instrument qui va être quand même assez destructif, qui va temporairement créer une zone de sol nu, une zone de sédiment nu, propice à l'invasion par l'élodée. Mais si on crée cette zone de sol nu au moment où l'élodée est la moins invasive et où le Potamogeton lucens qui est à côté, qui émet ces molécules dans l'eau, va pouvoir protéger un petit peu cette zone-là, eh bien, c'est le moment où on va agir. Là, on est dans la phase diagnostic, étude, planification des travaux. On a donc reconnecté la zone, vous voyez ici la connexion, au mois de juin 2014. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas reconnecté sur toute la surface, enfin sur toute la longueur ici? Eh bien, parce qu'entre-temps, on avait eu un effet collatéral, mais bénéfique cette fois-ci, des premiers travaux de restauration. Dans cette zone-là, on avait eu l'apparition d'Ipuris vulgaris, une espèce menacée
en Alsace, qui était apparu, pas du tout prévu, à la faveur de ces travaux de restauration. Les modifications du milieu, la restauration de ce milieu a été bénéfique pas que aux espèces qu'on ciblait, mais aussi à d'autres espèces. On est très fiers du fait que ces travaux-là, cette gestion environnementale, a fait passer le statut de menace d'Hippurus vulgaris de en danger à seulement vulnérable en Alsace. On a ici un exemple assez parlant de l'efficacité des mesures de conservation et de restauration écologique menées sur la plaine d'Alsace. Donc on reconnecte en juin une petite partie. Quelques années plus tard, on reconnecte une deuxième partie pour ne pas modifier tout ça. Est-ce que ça a marché? Je ne vais pas vous embêter avec des graphiques, mais oui, ça a marché. Dans cette zone-là, on n'a jamais eu, presque jamais eu, la présence de l'espèce invasive de l'élodée. On a fait des suivis mensuels. Lorsqu'on voyait apparaître un petit fragment de 10-20 cm de l'élodée un mois, le mois d'après, elle n'était plus là. La végétation naturelle, autochtone, était capable d'être assez compétitive face à cette espèce invasive. Dans notre zone témoin qu'on avait connectée, l'élodée a pu recouvrir jusqu'à 40% de la surface à elle toute seule. D'autres travaux ont permis de l'empêcher de se développer énormément, mais en tout cas, on a ici un ensemble de techniques qui ont été testées, qui ont montré que cela pouvait marcher. Cela pouvait marcher si on a une connaissance du fonctionnement de l'écosystème, une connaissance de la biologie des espèces, que l'on prend en compte la saisonnalité, et puis, vous le voyez, c'est quand même des travaux qui sont étalés sur 7 ans. On a été dans cette phase de diagnostic, planification, travaux, suivi et éventuellement retravaux derrière, de pouvoir réajuster ce que l'on fait parce qu'on met en place du suivi. Donc, importance d'avoir du suivi derrière ces travaux de restauration écologique. C'est quelque chose qui n'est pas tout le temps fait et souvent qui va conduire à un succès relatif de la restauration écologique ou à des travaux de restauration qui ne vont pas forcément marcher parce qu'on n'a pas eu cette phase de réajustement des travaux derrière. Donc, on est ici dans un cadre idyllique. On a atteint l'objectif, même au-delà. On a des espèces menacées qui sont apparues sur le milieu. On n'a pas eu que l'Hippurus, on a aussi la châtaigne d'eau qui est apparue depuis 3 ans maintenant sur ce site-là. Là, on est quand même dans un cas un petit peu particulier. On a eu des moyens mis en place. Ça a été un site avec des moyens, c'est des moyens du CNRS, des moyens mis en place par le conseil départemental, l'ONF, des projets de recherche dessus qui ont permis de faire tout ça. On est dans un cadre un petit peu particulier. Des moyens, mais aussi de la volonté. Les acteurs ont été partants pour mettre en place tous ces moyens. Quand on vous disait la restauration écologique, c'est aussi quelque chose qui est pluridisciplinaire. On a besoin, pour qu'un site comme ça marche, pour que de la restauration écologique marche, que tous les partenaires dans ce milieu-là soient volontaires, que tous les partenaires adhèrent au projet. Pour cela, eh bien, la restauration écologique a aussi besoin de l'apport des sociologues, des anthropologues, pour pouvoir nous aider à concevoir des projets de restauration, à concevoir la concertation, à concevoir la communication autour de ces projets de restauration. Pour terminer sur le dernier mot de la définition, la restauration écologique, mais vous l'avez compris, c'est aussi de la pratique. Ce n'est pas qu'une science, ce n'est pas que de la planification des techniques, c'est quelque chose qui se fait réellement sur le terrain. C'est tellement quelque chose qui se fait réellement sur le terrain que depuis allez, je vais faire un petit peu large, depuis peut-être une petite trentaine d'années, c'est également une branche professionnelle. C'est des entreprises, c'est des nouveaux métiers qui sont apparus avec l'écologie de la restauration. Des nouveaux métiers pour produire
des semences pour produire les plantes que l'on va transplanter, que l'on va semer, pour développer une filière de production de plantes locales. C'est des métiers pour faire les études, le diagnostic, pas que le côté écologique, biologique, dont moi je vais pouvoir vous parler, mais tout le côté conception, tout le côté hydrologique aussi parfois. C'est des bureaux d'études, c'est des entreprises travaux sur ce côté-là, des entreprises travaux qui se sont fédérées dans une branche professionnelle. Le nom, c'est l'AIGECO. Vous l'aurez entendu quand vous direz qu'est-ce que l'AIGECO? C'est la branche professionnelle qui fait de la restauration écologique et du génie écologique. Mais c'est aussi des métiers qui ont besoin de travailler correctement. De la même manière que quand vous achetez des produits, vous aimez bien qu'ils soient certifiés, que vous n'achetez pas n'importe quoi, eh bien, les collectivités locales, les propriétaires fonciers qui vont financer la restauration écologique, soit parce qu'ils ont une volonté de restaurer, soit parce qu'on les force dans le système de compensation écologique, ils ont besoin d'être sûrs que les entreprises qui vont effectuer ces travaux, qui vont effectuer ces études, le font correctement, le font le mieux possible. Eh bien, vous avez maintenant, depuis un petit peu plus d'1 an, des labels de qualité, comme les qualités ISO 9000 pour les autres entreprises, qui se sont développées, label Calister, label Quali Paysage pour différents types d'industries, différents types d'entreprises. Donc, c'est tout un nouveau monde, depuis le côté recherche scientifique jusqu'au côté application, qui permettent d'améliorer la qualité de ces écosystèmes. Est-ce qu'on y arrive ou pas? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est un mythe? Un petit peu des deux, j'ai envie de vous dire. En réalité, on peut se rapprocher de l'écosystème de référence, mais c'est un côté du gradient. Beaucoup de fois, on va être plutôt loin de ce gradient. Remettre un piquet dans le plan d'eau de Plopsheim, on n'a pas atteint l'écosystème de référence. On a rétabli une fonction de l'habitat qui est de stopper un petit peu des végétaux, d'avoir la fonction reposoir pour les oiseaux. Ça va être ce qu'on va appeler la réhabilitation. On va juste recréer une fonction. Donc, ce que l'on obtient, au final, ça peut être un écosystème totalement restauré, ça peut être un écosystème réhabilité, renaturé tout simplement, on se rapproche d'un fonctionnement naturel, mais en n'ayant pas tous les attributs, la composition d'un écosystème naturel. Le résultat, c'est un gradient. C'est un gradient, la dia, elle est en anglais, parce que c'est un gradient qui est reconnu partout dans le monde. C'est ce qu'on va appeler les activités restauratives, telles qu'on le définit dans le cadre de la Société d'écologie de la restauration. Donc, c'est un gradient, ce qui veut dire qu'on est très rarement sur le côté vraiment, vraie restauration. Donc, peut-être finalement que, pour répondre à la question initiale, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Vous allez me dire, ce n'est pas une réalité, puisqu'on n'atteint pas la vraie restauration écologique. Oui, mais si c'est un mythe, c'est quelque chose d'un petit peu idyllique. Un mythe, c'est les choses auxquelles vous croyez, un mythe, un conte, où vous croyez quand vous étiez enfant. Puis progressivement, vous avez enfoui dans votre subconscient cette version-là. Mais cette version-là, elle est toujours là. Pour citer le professeur Mircea Eliade, ce mythe-là, l'existence de ce mythe dans votre subconscient, c'est ce qui vous permet d'espérer que ça puisse devenir un jour une réalité. C'est ce qui vous permet de comprendre un petit peu ce gradient-là et de faire en sorte que vous avez aussi une volonté, vous allez vous approprier ce mythe-là pour essayer de le faire devenir réalité. D'où la très grande importance de l'appropriation des acteurs et des actions de concertation
pour faire en sorte que la restauration écologique de mythes devienne une réalité. Je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle, mais du coup vous avez été très bavarde, donc il nous reste très peu de temps pour les questions. On va faire une ou deux, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qu'il y a une question rapide, réponse rapide? Oui, souvent, merci là pour cette présentation et toute la méthodologie, mais souvent la science progresse par erreur. Quelles ont été les grosses erreurs dans ce domaine qui nous permettent de voir l'avenir un peu plus vert? On est encore là demain. Donc, les grosses erreurs, j'ai envie de dire souvent, les grosses erreurs, c'est de vouloir trop bien faire. On a eu des catastrophes de restauration parce qu'on a voulu trop intervenir. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Quand on intervient, on crée toujours une pression sur l'environnement. Et les grosses erreurs, ça a été parfois de vouloir, sur des grandes échelles, recréer des milieux aquatiques. Moi, le premier site de restauration que j'ai étudié, c'était un bras mort de lin, on appelle ça une laune. On voulait renouveler, rajeunir cette laune. On a creusé, beaucoup. Pas à la bonne saison. L'espèce invasive, l'élodée, elle a tout envahi. On aurait beaucoup moins creusé, par petites doses, ménageant un bouchon pour empêcher l'élodée de venir et en étudiant avant comment cette élodée se développait dans ce milieu-là, on aurait évité ça. Mais on était dans le cas, c'était une restauration qui était faite à l'initiative d'une mairie qui voulait aller très vite, qui voulait avoir des résultats très rapides. Donc on met beaucoup de moyens, on creuse, et en fait on a eu la catastrophe derrière. Enfin, catastrophe. Tout est relatif. Mais de vouloir aller trop vite, de vouloir trop faire, ouais, c'est pas bien. On est sur du vivant, on est sur de l'écosystème qui a besoin de temps. Une autre question? Oui. Bonsoir. Vous avez parlé d'irréversibilité concernant les rivières. Y a-t-il une résilience possible ou quand la perte d'espèces est présente sur un cours d'eau? J'ai envie d'être optimiste pour les espèces. Tant que l'espèce n'est pas totalement disparue de la surface de la Terre, on peut toujours espérer qu'on puisse restaurer son habitat et la réintroduire à un moment donné. Les eaux conservatifs sont pleins d'espèces vouées à terme à être réintroduites. Donc, quand je parlais d'irréversibilité, c'était irréversibilité par rapport au fonctionnement d'un type d'écosystème. Mais j'ai envie d'être optimiste. Une espèce qui a disparu du milieu naturel, mais qui est encore conservée dans des parcs, dans des jardins, dans des zoos, dont c'est la vocation de conserver les espèces, on a tendance un petit peu à l'oublier, on peut espérer qu'un jour on pourra les réintroduire. Et puis on a aussi des signaux parfois qui sont positifs, des espèces qu'on pensait totalement disparues, on arrive parfois à les retrouver. Au fin fond de forêts de l'Amérique du Sud, on a retrouvé des petits singes qu'on pensait totalement disparus de la surface de la Terre. Donc il faut toujours garder un petit peu espoir. J'ai un dernier petit point. Les techniques d'accélération pour la résiliation des espèces invasives? Il n'y a pas de méthode miracle. La méthode miracle, c'est la méthode diagnostic, fixation d'objectifs et des techniques. On va les adapter en fonction de l'espèce invasive visée, de sa biologie, essayer de détecter ses faiblesses, et en fonction du milieu naturel sur lequel on va aussi intervenir.
pour limiter l'invasion, il faut agir sur les deux, sur l'espèce invasive elle-même et sur le milieu qui est sensible à l'invasion. On va essayer de lui renforcer ses défenses contre cette espèce et de limiter l'espèce. C'est la même technique que quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, on essaye d'éradiquer la cause de votre maladie, virus, bactéries, et puis on vous donne aussi des vitamines pour que vos défenses immunitaires soient boostées. Voilà, une petite dernière. Oui, j'arrive. Bonsoir et merci. En fait, je voulais savoir si, quand vous envisagez une restauration, vous devez négocier avec d'autres acteurs qui utilisent le Rhin, enfin le Rhin ou l'environnement sur lequel vous intervenez, et quel problème, si on peut dire, ça pourrait leur poser à eux, ça peut leur poser à eux en fait de retrouver un autre état de cet environnement. Merci. Alors, oui, il y a plusieurs questions, plusieurs parties dans votre question. Alors, quand, on va dire, un acteur engage les travaux de restauration, parce que moi je suis sur le côté scientifique, ce n'est pas forcément moi qui vais les initier, ben, déjà, on fait des actions. On fait des actions sur du terrain, sur du foncier. Il faut qu'on ait la maîtrise foncière des zones sur lesquelles on va intervenir. Je ne vous ai pas raconté toute l'histoire du Veur, mais sur cette zone-là, il y a plus de 200 propriétaires qui sont propriétaires de parcelles, parfois de 2 mètres de large sur 10 mètres de long. On ne peut pas intervenir si on n'a pas l'accord de ces propriétaires-là. Il y a des biens sans mètres. Donc là, ça a été tout un casse-tête pour le conseil départemental d'avoir l'accord de ces propriétaires, d'essayer de racheter les terrains. Politique ENS, ça permet de racheter. Mais il y a aussi eu des oppositions, des personnes qui ne voulaient pas de Cistude sur ce milieu-là. Là, il y a eu un petit peu, peut-être pas assez d'ailleurs, de communication autour de là. Donc il y a plein d'aspects. Il y a vraiment l'aspect foncier, où là il y a aussi besoin de concertation, et il y a l'aspect acceptation de la population autour. Parce que si vous mettez en place une technique de restauration, vous mettez en place quelque chose, mais que derrière les usagers du site viennent refaire leurs usages qui ont dégradé le milieu ou viennent casser ce qui est fait, ça ne marche pas. J'ai des collègues en Bretagne qui ils ont des gros soucis de dégradation des milieux par la fréquentation. Eux, leur technique de restauration, ce n'est pas un piquet, c'est un piquet et un fil. C'est mettre en place ce qu'on appelle un monofile pour empêcher les gens de venir sur le milieu. Sur un site, ils avaient mis en place ça, en travaillant avec le Conservatoire des espaces littoraux. Et toutes les semaines, ils revenaient, le fil était coupé. Mais le fil était coupé, ils ont mis très longtemps à savoir que c'était une personne, un pêcheur à pied qui passait, et il avait l'habitude de passer à cet endroit-là. Et puis, on ne l'avait pas informé, il n'avait pas compris pourquoi on l'empêchait de passer. Donc, toutes les semaines, ou même le lendemain, il revenait, il coupait. Là, il y a une phase d'explication, de dialogue avec lui, pour lui expliquer que le but n'était pas de l'empêcher lui de passer, mais d'empêcher en gros les autres. C'est pratique de dire vous c'est bon, mais les autres c'est mauvais. Que lui, sa pratique de passer une fois par semaine, de traverser le milieu de la lande dégradée pour aller effectuer son activité de pêche à pied, c'est pas ça qui dégradait le milieu, qui pouvait tout simplement enjamber et puis aller sur le milieu, que on n'allait pas lui interdire. Ça a suffi. Depuis, le fil est resté en place. Voilà, merci donc Isabelle Combrou. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, on va parler de l'alternative aux propriétés privées avec l'exemple des communs, avec Martine Sulz-Porte, en vous souhaitant une bonne semaine et un bon 1er mai. N'oubliez pas le muguet. Voilà, bonne soirée.